Chahut Média. Un historien français, Jean-Michel Deveau, un historien de Nantes très connu, a dit que l'esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité par sa durée et son ampleur. Et ce qui marque cette tragédie immense qui a coûté 10 à 20 millions de personnes, c'est le silence historique. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que ceux qui ont fait la traite esclavagistes ont été ceux qui l'ont écrite. C'est-à-dire les historiens occidentaux, les pouvoirs occidentaux. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que c'était la première forme de globalisation du monde. Son objectif était commercial et elle touchait tous les pays, tous les continents. Mars 2022. La ville de Genève rend publique une étude commandée à Mohamed, Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno, tous deux professeurs d'histoire et de politique internationale au sein de l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Intitulée Temps, espace, histoire, cette étude passe au crible les hommages rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme. 33 lieux ou monuments genevois posant problème y sont répertoriés et racontés. Une dizaine d'actions possibles y sont proposées, allant du voilage des statues à l'inaction ou au déboulonnement. Mais aussi, cette étude donne à réfléchir sur la façon dont le racisme s'est construit et diffusé en Europe, accompagnant sinon justifiant des aventures humaines aussi massives que dramatiques, traite négrière, colonialisme. Chez Chahut Média, on a lu cette étude et on s'est enthousiasmé pour elle. À notre mesure, on a voulu apporter notre pierre au combat contre le racisme et pour la décolonisation de nos villes. Alors, en collaboration avec les professeurs Mohamedou et Rodogno, on a créé cette série documentaire podcast. En 6 épisodes, on y donne la parole à des chercheuses et des chercheurs parmi les plus renommés en leur domaine, mais aussi à des militants et militantes antiracistes. Comment le racisme a-t-il été construit, puis diffusé ? Comment a-t-il structuré l'économie mondiale et les relations internationales ? Pourquoi nos villes sont-elles encore occupées par des monuments à la gloire de personnages racistes ou colonialistes notoires ? Enfin, faut-il déboulonner ces statues ou bien recourir à d'autres stratégies ? Et puis la Suisse dans tout ça ? 100% neutre ou est-ce moins simple ? Décoloniser la ville, première partie, construire le racisme. Oui, la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est 5e étage. Formidable, merci. Oh là là, c'est lui qui nous ramène le beau temps. Il y a des soleils à Genève ? Non. Ouais, la même chose qu'ici. La même chose qu'ici. Doux comme ici. Écoutez, asseyez-vous et puis voilà. Oui, comme vous voulez, c'est vous qui décidez de... Moi, ça me dépasse. Je sais pas. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, parce que simplement ils n'ont pas eu le temps de s'informer ou de lire, c'est que cet esclavage transatlantique, qui a duré 4 siècles, a structuré l'économie mondiale d'une manière extrêmement profonde. Doudou Dienne, rapporteur du comité d'orientation de la Fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage. Parce qu'elle liait historiquement l'Europe, l'Afrique, les Amériques et les Antilles. Mais on sait qu'avec le lien avec l'esclavage transsaharien, arabo-islamique, qui était lié à elle, elle a touché aussi le Moyen-Orient et une partie de l'Asie. Donc, la première conséquence, c'est la conséquence de structuration globale du monde. Et la deuxième conséquence importante, c'est la conséquence économique, dans le sens où, bon, vous savez qu'au départ, l'esclavage a été motivé par l'appétit d'enrichissement, l'appétit du gain. Et donc,
Quand je dis que c'est la première forme de globalisation du monde, c'est la globalisation économique parce que lie les continents et sa motivation est le profit. Et l'économie, comme la globalisation actuelle, le marché. Mais la troisième conséquence extrêmement profonde, c'est que l'esclavage était une opération économique matérielle que l'on a dit quand il est revenu au roi d'Espagne et aux Occidentaux, il y a des richesses extraordinaires là-bas, il y a de l'or, il y a des tas de choses. Et à ce moment, les royautés ont dit, OK, il faut aller exploiter ça. Et là, des familles riches ont dit, on peut le faire, et on leur donnait des licences pour affréter des bateaux, des navires, avec des comptoirs, et ils partaient exploiter. Alors, ce qui est très important, c'est que les navires et les investisseurs sur l'esclavage, sur le plan économique, ont littéralement fait l'exploitation, c'est-à-dire produire des richesses là et les amener à un autre endroit. Et ça structurait le commerce et l'économie mondiale et laissait des traces très profondes dans l'économie mondiale. Mais elle s'était accompagnée, et ça c'est la troisième conséquence profonde, d'une idéologie, c'est-à-dire qu'on a littéralement construit le racisme anti-noir. D'un point de vue prescriptif, le racisme, l'esclavage et le colonialisme peuvent de façon notionnelle être considérés comme les antithèses des sociétés démocratiques ancrées dans la justice sociale. Du colonialisme, le philosophe Achille Mbembe écrit qu'il s'agit d'une forme particulièrement primitive de domination de race et que son affranchissement constitue un moment clé de l'histoire de notre modernité. Un extrait de l'étude « Temps, espace et histoire, monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois » Davide Rodogno et Mohamed Mahmoud Mohamedou. Le terme race a été avec nous dans plusieurs langues pendant très 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 longtemps, donc il n'y a rien de particulièrement nouveau ou lié à une prétendue modernité. Davide Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. En revanche, racisme, le isme est beaucoup plus important ici, et ça naît d'une idéologie, et c'est en revanche lié à une certaine forme de modernité, la naissance de l'État-nation, les Lumières, l'Europe des Lumières, même si on peut aller plus loin et chercher dans l'histoire de la conquista et de la découverte du monde atlantique, de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et du Nord. Le racisme, c'est quelque chose qui est souvent évité. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. C'est un peu un paradoxe parce qu'on a quelque chose qui est si présent dans nos vies, si présent dans l'actualité, dans l'histoire, comme on le disait Davide, mais pourtant, paradoxalement, il y a une forme d'évitement. Il y a une forme de gêne dans cette question, ce qui, à mon sens, d'ailleurs, indique sa pertinence. Alors, au sens immédiat, c'est une idéologie, effectivement, une idéologie de discrimination. La définition, même si c'est un champ assez vaste et ouvert, comme tous les concepts complexes, n'est pas non plus impossible. Elle tourne autour d'une notion dans laquelle une idéologie basée sur une identification de traits qui seraient attribués à une population autour de questions qui peuvent être elles-mêmes diverses. On peut parler de questions d'ethnie, de questions de géographie, de questions de religion, de provenance. Ça devient de plus en plus étendu. Cette idéologie aboutirait à une forme de déni de la capacité à bénéficier sur une base égale, donc des mêmes droits, des mêmes opportunités, etc. C'est en ce sens qu'il y a donc ce isme dont parlait Davide. Pour revenir à cette idée de idéologie,
Le racisme, finalement, ou les racismes, finalement, c'est une idéologie très faible. C'est pas self-standing. Normalement, on a besoin de beaucoup d'autres choses qui vont se marier avec cette idéologie. Par exemple, une politique étrangère expansionniste. Par exemple, la conquête impériale. Par exemple, la domination de l'autre. Par exemple, l'élimination de communautés prétendument inférieures. Et donc, c'est autour du XVIIIe siècle et beaucoup plus au XIXe siècle que ce concept de la pureté du son et d'une supériorité ou d'une infériorité va se marier dans ce contexte national et impérial et va faire en sorte que de civilisations supérieures et de sons purs, prétendument, bien évidemment, vont s'imposer sur d'autres communautés. On peut avancer l'hypothèse que le racisme se construit vraiment avec l'avènement de la modernité. Voilà. Mais avec la modernité, avec cette période du siècle des Lumières, on entre dans une espèce de configuration qui est aussi post-Reconquista. C'est important de noter que la pureté à laquelle vous faisiez allusion, c'est aussi une réaction à cette renaissance de l'Espagne avec le départ des morts. C'est-à-dire qu'on va redécouvrir maintenant la chrétienté. On a un programme politique qui est particulièrement violent, bien sûr. 16e, 17e siècle. Donc on est dans tout ce qui est en train d'être fait avec la période qui donne les jalons d'une identité ibérique qui va être projetée avec violence, avec massacre, d'abord en Amérique latine, sur une identité qui est fondamentalement européenne, mais aussi religieuse, et qui a toujours en arrière-fond le fait qu'on a chassé les musulmans et les juifs avec eux, n'est-ce pas? Vient à la suite la modernité, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce siècle des Lumières qui avance des théories, et ces théories donnent la possibilité de lancer un programme qui va s'ancrer à la fois dans l'identité, la modernité et la création de l'altérité. Voltaire en 1756, dans Essai sur les mœurs de l'esprit des nations, écrit « Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. » Voltaire qui a écrit là. Ouais, et donc toujours Voltaire, il rajoute « Et ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que des nègres et des négresses transportés dans les pays les plus froids, ils produisent toujours des animaux de leur espèce, et que les mulâtres ne sont qu'une race bâtarde d'un noir et d'une blanche, ou d'un blanc et d'une noire. » Ah ouais, Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Et ça a été publié hyper tard, finalement ça a été publié en 1963 à Paris. Ça a été publié 2 siècles après avoir été écrit. Le racisme, en fait, a 2 visages, historiquement. Nicolas Bancel, historien, professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Le fait que les sociétés soient anthropocentrées est vraiment un leitmotiv de l'anthropologie historique. Et donc, ça implique une dévalorisation corrélative des populations qui se trouvent à l'extérieur des sociétés qui se définissent par rapport à cette extériorité. Mais le racisme moderne, le racisme d'origine occidentale, il a une autre nature puisqu'il s'appuie en fait sur des démonstrations rationnelles, scientifiques, puisque à la fin du XVIIIe siècle, c'est un ensemble d'instruments d'investigation, de mesure des corps et de hiérarchisation parallèle des groupes humains, avec ce qu'on va appeler bientôt l'anthropométrie, mais qui passe d'abord par la craniométrie, par l'étude de l'angle facial. Enfin, il y a beaucoup de déclinaisons de ces recherches qui cherchent à déterminer les frontières entre les groupes humains, et ça passe par le biologique. Donc pour moi, il y a une grande rupture épistémologique qui se crée en Europe à la fin du XVIIIe siècle, parce que on va abandonner, je dirais, tous les référents religieux, tous les référents même, je dirais, culturels du racisme, et on va passer à une définition scientifique de la race, ce qui va asseoir dans le champ académique, dans le champ intellectuel en Europe au XIXe siècle, la question raciale comme
l'un des paradigmes les plus incontournables, voire les plus inattaquables. Et c'est là sa puissance, parce qu'une fois que vous avez admis que les races sont différentes, qu'elles sont hiérarchisées, à ce moment-là, vous ouvrez un champ immense de compréhension du monde, puisque, effectivement, si on part de cette idée raciale, à ce moment-là, on peut expliquer l'histoire. On peut expliquer l'histoire par les différences raciales, par les différences cognitives, donc légitimer les empires grecs, romains comme les précurseurs en fait de la domination européenne, non pas pour des raisons culturelles ou des raisons circonstancielles, historiques ou même techniques, mais d'abord par des différences physiologiques qui vont déterminer le destin de chacune de ces races. Et d'ailleurs même Darwin tombera dans le panneau, si je puis dire, puisque dans La descendance de l'homme en 1872, il écrira qu'un certain nombre de races humaines sont appelées à disparaître selon la voie de l'évolution. Alors, il reviendra après sur ses propos, mais c'est là l'une des origines, en fait, du darwinisme social. Aux côtés de tous les collectifs présents aujourd'hui, nous exigeons que l'Université de Genève cesse de mettre en avant Karl Vogt, une figure du racisme scientifique. En 2021, Ça, c'est un extrait d'une manifestation organisée par plusieurs associations antiracistes à Genève en automne 2021. L'objet de cette mobilisation, Karl Vogt, scientifique genevois du 19e siècle, aujourd'hui très discuté. Discuté pourquoi ? Parce que son cas est emblématique d'un personnage aux positions racistes et colonialistes notoires et pourtant honoré dans l'espace public. Karl Vogt, dans cette série, il va revenir à chaque épisode, comme une sorte d'exemple type, d'étalon si vous préférez. Car à lui seul, il cristallise tout le débat autour de la décolonisation de l'espace public. On est face à Unibastion, donc l'université Unibastion, derrière le parc des Bastions, puis la bibliothèque de Genève, et on est forcé de constater, avant de rentrer dans l'Unibastion, qu'il y a un buste, il est massif, le piédestal est particulièrement haut, il est inscrit Karl Vogt, date de naissance et date de mort, 1895, et le bonhomme pose problème. Aline Zuber, c'est quoi le problème avec Karl Vogt ? Karl Vogt pose problème parce qu'en fait, donc, c'est un scientifique donc, du 19e siècle. Aline Zuber, assistante de recherche, études, temps, espace, histoire. À l'époque, en fait, les sciences naturelles au 19e siècle, en Suisse et en Europe, eh bien, elles sont caractérisées très souvent par une vision hiérarchisée de l'humanité, c'est-à-dire que les scientifiques, pas tous, mais un certain nombre de ces scientifiques, vont établir des hiérarchies entre les êtres humains, hiérarchie au sommet de laquelle ils vont placer l'homme blanc, issu de l'élite sociale d'ailleurs. Donc il y a vraiment l'utilisation de catégories de race, de genre, de classe, et puis aussi de conditions physiques et psychiques qui vont être déterminantes pour ces scientifiques pour établir des hiérarchies. Et ce Karl Vogt a notamment donné des cours et écrit un livre qui s'appelle « Les leçons sur l'homme » dans lequel il développe toutes ces théories-là, qui comportent toutes sortes de clichés, de préjugés, qui sont d'ailleurs encore des préjugés qui ont encore cours d'une certaine façon, d'une certaine manière aujourd'hui. Dans Leçons sur l'homme, en 1865, Karl Vogt écrit « Le nègre adulte, en ce qui concerne ses capacités intellectuelles, ressemble à l'enfant, à la femme et au blanc sénile. » Et dans le même ouvrage, il écrit, à propos des Noirs, « La plupart des caractères que l'on peut reconnaître déjà dans la conformation extérieure, ainsi que dans les proportions des diverses parties du corps, rappellent irrésistiblement les singes. » Il était aussi convaincu qu'il y avait des populations, notamment les aborigènes d'Australie, qui étaient comme des traits d'union entre le singe et l'homme évolué, enfin, selon ses mots. Exactement, oui. Comme Darwin, il considérait donc que l'être humain avait cet ancêtre commun qui était le singe. Et puis lui, contrairement à Darwin, il a puisé effectivement dans toutes ces théories racialistes, sexistes, etc. pour essayer de prouver cette descendance. On pourrait s'étonner quand même que Karl Vogt ait son nom apposé. Bon, on a parlé du buste, on pourrait parler du boulevard, une université aussi, Karl Vogt, un scientifique avec finalement une œuvre relativement modeste, avec des travaux, des études et des publications carrément contestables, honoré de cette manière à Genève, c'est un peu une curiosité.
Ce buste, il est principalement honoré pour sa carrière vraiment de scientifique. On voit que c'est marqué paléontologie, zoologie, etc. Mais c'était aussi un politicien. Il a aussi eu un rôle assez important pour ce qui est de l'histoire de l'université, au sens où il a effectivement contribué à moderniser ce qui était à l'époque l'Académie de Genève, qui est donc devenue l'Université de Genève. Sinon, effectivement, c'est une figure qui représente un petit peu justement cette double casquette, donc détenteur du savoir et aussi détenteur d'un certain pouvoir, puisqu'il avait aussi ce rôle politique assez important. À Genève, l'université de Genève va changer le nom de son bâtiment dénommé Uni Karl Vogt, si au boulevard Karl Vogt. Cette décision a été révélée aujourd'hui par Radio Lac. Elle est motivée, selon le rectorat de l'université, par un certain nombre de thèses défendues par ce naturaliste du 19e siècle, notamment sur la hiérarchie des races et l'infériorité du sexe féminin. Les scientifiques, tous les saints, Geoffroy de Saint-Hilaire et tous ces gens bouffons, ont écrit, on travaille là-dessus, on disséquait les êtres humains, et arriver à littéralement faire de la couleur le marqueur de l'humanité. Doudou Dienne. Au cœur de cette entreprise de légitimation de l'esclavage, on a donc littéralement construit l'infériorité des races et des populations esclavagisées ou dominées, amérindiens d'abord, et noirs ensuite, et tous les autres. Et donc, au cœur de cette entreprise massive, que je vous l'ai dit, matérielle, économique et scientifique et philosophique, ceux qui l'ont construite ont posé leur identité comme le modèle. Et dans la construction de la hiérarchie des civilisations, leur civilisation était le modèle. Donc, leur identité était le modèle. C'est là que la notion identitaire est devenue le concept central. Il fallait que ce qui était dominé soit transformé dans l'identité du dominant. Afin de pouvoir se définir comme une classe supérieure, il faut une classe inférieure. Cette classe inférieure, le dominant va la tirer vers l'animalité tout en niant son humanité. Ce sont des hommes, mais des hommes moindres, des hommes qui doivent être accompagnés. Et cela donnera plus tard la mission civilisatrice ou même le mandat dans les années 20. Cela donnera aussi la multiplication des zoos humains en Europe dès le 19e siècle et jusqu'à 1940. Des êtres humains exhibés dans des zoos comme des animaux exotiques ou bien comme des trophées coloniaux. C'est en effet le divertissement de masse que les sociétés occidentales vont offrir à leur population dès le 19e siècle, et cela jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. De Londres à Paris, de Bruxelles à Genève ou bien à Berlin, ces zoos humains ont contribué massivement à diffuser les préjugés racistes en Europe, légitimant les violences de la colonisation et justifiant les discours des scientifiques européens autour d'un prétendu ordre racial. Inventer le sauvage, c'est le titre du 2e épisode de Décoloniser la ville, une série documentaire produite par Chahut Média, adaptée de l'étude Temps, espace, histoire, monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, signée par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Mixage Alan Mentilleri. Musique originale de Léonie Pernet. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau d'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles dès maintenant sur le site de Chahut Média et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.